Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 311 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 4e numéro de notre top 100, la syllabe top 100 des joueurs NBA de 2024, avec aujourd'hui une guest star, puisque c'est Alex de chez Trash Talk qui vient représenter Trash Talk dans ce top 100 participatif avec l'ensemble des médias du paysage NBA français. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour le 4e numéro de la syllabe. Un petit jeu de mots, la syllabe, c'est en chiffre romain sens pour le top 100 du Basket Lab 2024. Avec quelqu'un, aujourd'hui on reçoit quelqu'un que vous connaissez, mais surtout quelqu'un qui a le niveau d'une médaille olympique, puisqu'il a pris un point à Félix Lebrun. Aujourd'hui, c'est Alex de Trash Talk. Comment ça va, Alex ? Salut Guillaume. Bah, ça va très bien. Écoute, tu vois, j'ai la voix un tout petit peu prise, mais ça va aller. Je suis... Ouais, effectivement, au ping-pong, comme tu as pu le constater, j'ai le niveau pour tenir tête à un top 5 mondial. Ah, tu tiens tête pas longtemps, par contre, parce que... Puis je sais pas si t'as vu, c'était sur une toute petite table très courte. Ouais, j'ai vu. Ce qui, je pense, m'avantageait. Puisque, en gros, tu peux rien faire, tu peux pas trop attaquer, tu peux rien faire, donc c'est pas plus mal. Sur une vraie table, pas sûr de lui prendre un point. Franchement, pour lui prendre un point, faut y aller, quoi. Mais bon, bref, ouais, c'était une super expérience, puis c'était des super JO. Bon, et toi, ça va ? Ça a été ton été ? Ça va, mais bon, moi j'ai eu un été moins chargé que vous quand même, avec les Jeux Olympiques et tout ça. Bon, Alex de Trash Talk, évidemment, pardon si vous n'avez pas encore reconnu, bien entendu. Mais oui, un gros été, mais c'est pas fini, de gros projets. Et je pense qu'au moment où cet épisode sera publié, petit instant promo, parce que évidemment, on va essayer de faire venir des gens vers Trash Talk depuis le basket là, mais vous en avez besoin. Non, on sera en plein, les 30 prévus en 30 jours, évidemment. Ah oui. Oui, les 30 previews en 30 jours, là, au moment où on enregistre, effectivement, elles ont pas commencé, mais après, ouais, on va enchaîner pour préparer bien comme il faut cette nouvelle saison NBA où, mine de rien, je suis assez, comme d'hab, comme tous les ans à cette période de l'année, je suis assez excité, je suis là en train de me dire, ça y est, les Grizzlies, ils vont récupérer Ja Morant, machin, qu'est-ce qu'ils vont faire, enfin, tu vois, tout ça, quoi. Les Spurs, est-ce que leur recrutement, ça va suffire pour venir taquiner du play-in ou des trucs comme ça, enfin, tu vois, voilà, ce genre de questions. T'étais comment toi à l'école ? T'étais en mode non, la rentrée c'est un enfer, ou alors non, la rentrée c'est cool, la trousse neuve, les cahiers, tout est propre. Je sais pas, c'est une bonne question ça. Non, je crois que j'étais content, je crois que j'étais content. Ouais. Le truc un peu frais, un peu neuf. Bon, ça, ouais. Après, au bout de 10 jours, on en reparle, mais au début, à la rentrée, je pense que j'étais content. C'est ça, ouais. Voilà. Ça dure pas, on est d'accord. Bon, bref, Alex de Trash Talk, toujours des gros projets de toute façon en préparation, déjà fait ou à venir, on le sait. Et donc, le format du jour, je suis content que tu aies accepté cette invitation pour ce top 100 participatif avec tous les médias du paysage NBA français. Donc, tu représentes très fièrement Trash Talk. Quel est le projet ? On a une playlist à peu près de 100 noms, enfin ma playlist, mais qui justement c'est un peu un classement vivant, et donc on va construire petit à petit. On prend à chaque fois 5 noms différents et on construit le classement. Donc on a fait 3 épisodes, donc on a déjà un top 15, et puis à la fin de cet épisode, le 4e, on aura donc un top 20 très, très logiquement. Avant qu'on fasse la QV du jour, que je n'ai même pas encore annoncé, je peux la dire, je la dirai tout à l'heure, mais juste avant ça, donc le top 15 qu'on a, est-ce que tu as des revendications ou des joueurs qu'on a déjà classés et tu te dis, ah tiens, on pourrait rediscuter, lui ça serait mieux un peu au-dessus, un peu en dessous? Écoute, j'ai l'impression que ça tient à peu près là. Après, il peut toujours y avoir des discussions. Je suis assez d'accord pour mettre Kawhi pour l'instant en tête du lot de joueurs là que vous avez discuté. Ouais. Bon, il y a quand même presque la moitié, il y a une bonne moitié qui sont des role-players. Je veux dire, les Derrick White, les KCP, les Conley, les Bogdanovic, tout ça, ce sont des role-players, donc, qui vont forcément être derrière des Sabonis, Kyrie Irving, Gobert, Mitchell, Booker. Après, il y a toujours des gens qui vont venir discuter, genre, comment ça, tu mets Gobert devant Kyrie Irving? Qu'est-ce que t'en penses, toi, alors? Moi, je pense que sur la saison, parce que c'est de ça dont on parle, on parle de la saison qui vient de s'écouler ou on parle pour la saison à venir? Non, c'est la saison, la performance 2024, ouais. Ok. Je pense qu'il y a ce qui est assez incroyable, c'est que je pense qu'il y a une vraie discussion, et c'est une discussion qui est très compliquée à mener, parce que bien évidemment, on a un des joueurs les plus skillés, pour faire du franglais, de la ligue en Kyrie Irving, et on a en face un défenseur de l'année pour la 4e fois de sa carrière, c'est-à-dire qu'il est dans une discussion où il y a presque plus personne. Il y a quoi ? Il y a Ben Wallace,
Et Mutombo, ouais, peut-être. Ouais. Penolas aussi, je crois. Parce que je fais l'erreur, souvent on me la reproche. Mais bref, donc c'est complètement différent, avec des réussites d'équipe où Gobert, on va dire, sur la régulière, a été vraiment magistral avec la défense des Wolves et tout, et pendant que Kyrie Irving, lui, a été très très bon en régulière, hein, faudrait pas l'oublier. Hein. Il rate un peu de matchs à cause de blessures, mais je veux dire, quand il est là... il est extrêmement sale, il doit être en 50-40-90 cette année, Kyrie Irving, hein, faut pas l'oublier, à 25 points par match. Donc c'est quand même vraiment très très sérieux. Donc moi, comme ça, à l'instinct, je pense que j'aurais quand même mis Kyrie Irving devant Gobert. Ok. Je pense même que je peux mettre Kyrie Irving devant Donovan Mitchell, moi. Je pense que je peux. Après, Donovan Mitchell, il y a eu des passages incroyables, son mois de janvier est fou. Ouais. Oui, en fait, là aussi, c'est un peu deux métiers différents, même avec Mitchell et Irving, dans le sens où Irving était plutôt l'homme de main parfait de jeu off-ball, notamment, qui a optimisé Luka Doncic. On l'a vu en playoff, d'ailleurs. Mais là où Mitchell, finalement, c'était plus un plus axé création et un peu le centre de l'attaque, comme tu dis, par moment. Mais bon, ça après, c'est question de pondération. Mais en effet, quand on a fait l'épisode, je me suis dit, bon, on a fait le débat avec Gobert, mais peut-être que c'est vrai que Mitchell, ça peut aussi se discuter, quoi. Mais voilà, bon, rien qui te choque, en tout cas, en termes de. Il n'y a pas 15 places d'écart sur un mec. Non, okay, parce qu'après, les role-players, c'est des joueurs très compliqués à classer. Ouais. Entre Klay Thompson ou Keegan Murray ou Bogdan Bogdanovic. C'est très compliqué. Je pense que ces joueurs-là vont descendre petit à petit au fur et à mesure de ton classement, que ton classement va avancer et que tu auras des émissions. Ouais. Il restera, on ne rompt pas top 15, tu veux dire, à la fin. Ah bah, si vous finissez avec Aaron Nesmith 14e, on va avoir une discussion quand même. Cela dit, hein, pour faire du clic et pour faire parler, c'est pas mal. Hein, au moins, ça ferait réagir. Mais non, effectivement. Ah bah là, tu fais un screen, les gens vont tous venir écouter comment on argumente Aaron Nesmith 14e. Alors, la cuvée du jour, tu as eu une très belle cuvée en plus aujourd'hui. Ouais, magnifique. On a du Jarrett Allen, on a du DeAndre Hunter, on a du DeMar DeRozan, du Jason Tatum, champion NBA, et du Jaden McDaniels. Question un peu traditionnelle, on va en parler un par un, évidemment, un peu dans le détail, mais avant ça, premier jet, comment est-ce que tu les classerais, ces 5-là, entre eux, avant qu'on les insère dans le classement plus général? Entre eux, j'ai évidemment Tatum en premier. Ouais. Donc on est d'accord, Guillaume, on parle de la saison individuelle du gars, mais on peut quand même pas non plus complètement occulter le contexte collectif. Non, sur le niveau de jeu, le niveau de performance individuelle, mais dans le contexte aussi, donc ouais, ça compte. Ok, donc je pense que en prenant ça en compte, j'ai DeMar DeRozan, j'ai Tatum, DeRozan, ouais. Jarrett Allen, ouais. Jaden McDaniels et DeAndre Hunter. Ce serait ça mon ordre là, comme ça, à première vue. Je suis d'accord, j'ai le même. Exactement pour l'instant. Mais après, c'est aussi le sel des discussions. C'est que parfois, on a un truc de base et en discutant, on dit « Ah oui, c'est vrai que tiens, au final, pourquoi pas ?» Mais non, j'ai le même un peu. Donc, Tatum, DeRozan, Jarrett Allen. Et puis ensuite, petit duel McDaniel Center, mais quoique. Mais alors, ok, très bien. On peut, après ce premier jet, comme dit, on peut aller sur le premier joueur du jour si tu veux bien. Jarrett Allen, on peut commencer par celui-ci. Je te fais le topo avant de te lancer. 32 minutes par match pour Jarrett Allen cette saison, 77 matchs, 114 de true shooting plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est 14% au-dessus de la moyenne en termes d'efficacité. C'est pas mal, mais c'est un rôle particulier également, hein, évidemment, sur un usage assez faible de 20% d'usage, de volume de responsabilité. Et c'est vrai que pour te lancer, même si Cleveland collectivement ça n'a pas toujours été fabuleux, lui on est encore sur une top saison de Jarrett Allen en fait. Oui, non, top saison de Jarrett Allen. La question en fait, c'est pour ça que je te parlais du contexte collectif, c'est-à-dire que ton pivot à la Jarrett Allen, tu dis ouais 14% là, avec 14% au-dessus de la moyenne avec un usage rate assez bas et tout, mais c'est aussi parce que il finit quoi, c'est des dunks hein, Jarrett Allen. C'est ça, ouais. C'est des dunks ou c'est au près, donc forcément c'est des joueurs qui normalement ont une efficacité supérieure à d'autres gars. J'étais en train de chercher là, son true shooting, parce que moi j'aime bien le true shooting, je trouve que c'est une stat qui est pas mal. Tu vois, voilà, c'est ça, on est à 66%, enfin voilà, c'est un gars efficace sur un petit volume de tirs et des tirs beaucoup au près. Donc il arrive quand même à te mettre 16 points avec une grosse efficacité, il est en double-double. Moi je trouve que c'est une bonne saison et en même temps il a eu encore une fois un peu à l'image des playoffs qu'on avait vu la saison d'avant où les Cavs se font sortir par les Knicks. On a eu régulièrement l'impression qu'il avait peut-être du mal à trouver son poste, à trouver son vrai rôle avec Evan Mobley.
Après, c'est peut-être dû au coaching aussi de Bickerstaff, qui est pas forcément le plus grand génie tactique pour faire jouer comme ça deux gars qui devraient peut-être les deux être pivots ensemble. Peut-être aussi c'est le fait que Evan Mobley space pas assez offensivement. Enfin, tu vois, c'est pas que de la faute de Jarrett Allen, mais pour moi, ça l'a un petit peu desservi. Et les Cavs ont encore eu une très bonne défense collective, et Jarrett Allen y est pas pour rien. Mais c'est pour ça que je l'ai derrière DeRozan, alors que les Cavs sont quand même une largement meilleure saison que les Bulls, et avec une grosse défense dans laquelle Jarrett Allen n'est pas pour rien. C'est que y a eu des moments, notamment en playoff cette année, où quand ça allait mal pour les Cavs, notamment contre le Magic ou un peu contre les Celtics, moi j'ai trouvé que Evan Mobley, un truc un peu plus small ball avec Evan Mobley en pivot, je trouvais les Cavs meilleurs et plus forts. Ouais. Et donc ça, je trouve que ça joue en défaveur de Jarrett Allen. J'ai même cru à un moment, je me suis même dit, tiens, ça se trouve, en fait, Jarrett Allen, il est plus aux Cavs la saison prochaine, tu vois. Oui. À un moment, moi, je me suis dit ça, hein. Parce que très belle valeur, hein. Le mec, il est tradable à fond, hein. Il est complètement tradable, donc je me suis même dit ça. Donc c'est pour te dire, oui, très bonne saison. J'ai un peu une petite sensation de, bah voilà, on a vu Jarrett Allen, on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il vaudra. Est-ce qu'il peut aller tellement plus haut? J'en suis pas sûr. Moi, je trouve que c'est une très bonne saison. J'avoue que j'aurais aimé qu'il montre qu'il est capable de faire plus. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Bah, comme tu dis, on a un peu cet aspect de... Moi, je trouve qu'il est très bon dans son rôle. Après, ça reste son rôle aussi, quoi. Donc on n'a pas de marge de progression si grande que ça. Et même le fameux, comme tu dis, un peu la redondance des profils qu'on a vu avec le manque de spacing, parce qu'aucun des deux pivots ne peut shooter, ou ce genre de problème collectif où, tu sais, paradoxalement, c'est quand il y avait un peu des blessures qu'on a vu le meilleur Cleveland, parce qu'il y avait de l'espace, ou parce qu'il y a moins de redondance aussi de deux porteurs de balle entre eux, Garland et Mitchell parfois aussi. Enfin, donc c'est un peu particulier, mais c'est aussi là-dessus où je trouve que en fait, c'est sans doute la meilleure raquette défensive de NBA actuellement, avec Evan Mobley depuis, quoique allez, ça se bataille un peu avec les Bucks évidemment, mais voilà, on est parmi les 2-3 meilleures raquettes défensives de NBA. Ouais. Ah oui, non, c'est très sérieux. Avec les Wolves aussi. Oui, t'as raison, c'est vrai que j'ai oublié. Quand même, il y a, les Wolves sont Gobert pas les oubliés, mais ouais, carrément, je suis d'accord. Avec en plus l'avantage que les deux sont assez... Enfin, tu les mets les deux ensemble défensivement, ça marche très bien. Mais en plus, tu as ce côté où tu peux à chaque fois avoir soit l'un, soit l'autre, quoi. Soit Evan Mobley un peu en seul défenseur sur le terrain, plus des shooters autour, et ça marche bien défensivement, mais pareil avec Jarrett Allen. Donc ça, j'aime bien. Et je trouve que parfois, il est peut-être un peu sous-côté défensivement, où en fait l'avantage c'est que Mobley a plus de potentiel, notamment en attaque, hein, on est d'accord, mais tu vois, je trouve que le niveau défensif finalement entre les deux il est assez proche, pas le même style, parce que Mobley c'est plus la licorne défensive, hein, très mobile, très volume of ball et tout, mais Jarrett Allen c'est plus classique, mais plus protection de panier, mais tout de même assez fort, quoi. Ouais, et puis en fait défensivement j'ai pas trop de soucis avec leur complémentarité, moi. Ouais, c'est ça. En plus, après, offensivement. Et le problème au basket, c'est que t'as besoin des deux pour pouvoir faire jouer vraiment les mecs ensemble. Et ce que je voulais dire par rapport à Jarrett Allen, tu vois, j'étais en train de vérifier en même temps, là, pendant que tu parlais. Il y a 2 ans, grosso merdo, il a fait la même saison, statistiquement parlant. Ouais. Quand il est All-Star, là. C'est la même. Mm. Donc, c'est un peu ça, tu vois. Est-ce qu'on a déjà vu Jarrett Allen? Est-ce que Jarrett Allen, c'est ça, quoi? C'est un 15-10 titulaire, hein, parce que t'es content de l'avoir dans ta raquette, mais tu peux pas en attendre tellement autre chose, ce qui est déjà super, hein. Mais voilà, c'est une vraie question. Ouais. Mais tu vois, même là-dessus, en termes de protection de panier, c'est bon. Après, on n'est évidemment pas au niveau de tout ce qui est Rudy Gobert et autres trucs comme ça, quoi. On est plutôt sur un 7 sur 10, 8 sur 10 qu'un 10 sur 10, évidemment. Mais c'est sympa. Et ce que j'aime aussi, c'est que je trouve qu'il va un peu au-delà de son profil. Tu vois, si on devait dire, il y a un moule un peu classique du pivot rim protector, je trouve qu'il s'échappe un peu de ça, parce qu'il est un peu mobile quand même, hein. Il est même plutôt pas mal mobile. Cette saison, on l'a vu tester parfois sur un peu des switches, un peu des edge, donc un peu plus de mobilité loin du panier. Parfois même, j'ai un souvenir de match contre les Clippers par exemple, où tu as des possessions, il défend Kawhi Leonard dès le début de la possession, ou alors contre Tatum aussi parfois. Donc il y a un peu ce surplus de mobilité que j'aime bien, mais qui est pas mobilité à la Draymond Green, on est d'accord. Mais voilà, je trouve que comme tu dis, c'est la défense, il n'y a pas de problème, quoi. C'est la redondance, elle vient surtout, c'est la redondance de manque de spacing en attaque. Et c'est vrai que là-dessus, bon, là aussi, moi je trouve qu'il a développé un passing intéressant, on va dire. Tu vois, il a vite fait. Mais oui, il essaye. Je suis d'accord.
c'est pas de la pure création, mais au moins il devient un peu plus fonctionnel, alors qu'avant c'est juste donne la balle et dunk, quoi. Alors que maintenant, il peut faire un peu de jeu de main à main, il peut, bon, c'est pas la folie, mais il y a un peu de ça, donc on gratte de la valeur un peu partout au fur et à mesure des années. Je pense qu'on est dans son prime, hein, clairement. Ouais, mais il a quel âge? Il est pas vieux, hein, Jarrett Allen? Quel âge il Non, a, c'est ça, ouais. Il a même pas 30 ans. Attends, donc, 26 ans? Ouais, 26 ans. C'est ça, ouais, tout à fait. Après, voilà, tu vois, 82% de ses paniers sont assistés, par exemple. Donc, on est vraiment sur un pur finisseur. Mais Jarrett Allen, tu le sers pas au poste ou tu le sers pas en tête de raquette pour qu'il score. Hein, c'est ça, ouais, tout à fait. Bien sûr. Donc, par rapport à des joueurs plus axés création, évidemment, qui va être plus bas dans le classement, on est d'accord. Mais voilà, ça fait un package assez intéressant, je trouve. Et comme tu dis aussi, il y a presque ce truc de... On aimerait bien que chacun ait sa franchise, quoi. Et Evan Mobley et Jarrett Allen, parce que ça peut être un pivot titulaire totalement correct avec son équipe, en fait. Ouais, Jarrett Allen... on aimerait bien éventuellement qu'il aille dans une raquette où c'est vraiment lui l'encre défensive et il n'y a pas de discussion, et il joue à côté d'un 4 qui est beaucoup plus mobile et qui space. Il joue je suis en train de chercher un exemple, hein, mais je sais pas oui, non, mais tu vois, dans la NBA actuelle, par exemple, tu le mets au Knicks dans le rôle d'un Mitchell Robinson. Bon, bah, tu vois, c'est parfait, ça fonctionne, quoi, tu vois, avec du Julius Randle, du OG Anunoby ou du Mikal Bridges autour de lui dans le front de courte, c'est parfait, quoi, tu vois. Ouais, on est d'accord. Voilà. Il serait mieux. On est d'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur son profil ou pas? Non, j'ai l'impression qu'on est bien. On a fait un peu le tour. Je suis en train de réfléchir parce que là, tu vas me demander de le placer dans le classement, c'est ça? Oui, on s'approche de ça, de ce moment fatidique. Non, juste précision, oui, j'avais noté aussi, pardon. Tu vois, ce que j'aime bien aussi, c'est un peu de passing et un peu de finition un peu plus loin de l'arceau aussi. Bon, c'est pas génial, mais c'est, tu vois, il y a pas mal de tirs aussi. Il a un petit push shot là, exactement. Qui commence à bosser là. Ouais, exactement, et ça commence un peu à venir. Et bon, ça, comme dit, c'est plein de petits trucs qui font que le profil devient de plus en plus complet. Mais voilà, on reste encore à la marge pour l'instant. Et donc, passons au moment fatidique, je sens que tu le redoutes. Dans le classement actuel, où est-ce qu'on l'imaginerait alors? J'étais en train de me poser la question, genre, au-dessus de qui je peux pas le mettre, tu vois? Ouais. Genre, Kawhi évidemment, Booker évidemment, Mitchell, Gobert, Irving, Sabonis, non, Towns, non, Derrick White. Je pense que c'est compliqué de mettre Jarrett Allen devant Derrick White cette année, hein? J'étais par là aussi. Ça commence. On est là, quoi. On est par là. Je le mettrais 9e. C'est-à-dire entre White et Wagner, là, à l'instant T dans ton classement. Ouais. Tu vois? Juste derrière Derrick White. Je suis d'accord, j'étais par là aussi, ouais. Je le mets évidemment devant Klay Thompson, Nesmith, Keegan Murray, Bogdan Bogdanovic, oui, KCP, Mike Conley. Ouais, devant Franz Wagner. Ouais, allez, ouais. Je suis d'accord. C'est un peu ce truc de... Bon, moi, je pondère pas mal à tout ce qui est protection de panier, etc. Donc, je l'aime bien, mais en même temps, c'est vrai que, tu vois, Derrick White, Wagner, il y a quand même de la création un peu balle en main, quoi. Et ça a de la valeur aussi. Donc, Wagner cause, hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Mettons-le entre les deux, t'as raison. Mettons-le par là. Donc, entre Derrick White et Franz Wagner. Et alors, je ne t'ai pas prévenu. Dis-moi. Petit quiz pour finir. Un petit quiz pour se remémorer des actions marquantes de cette saison. C'est un qui est sur le terrain. Est-ce que tu peux me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action? Nous sommes le 8 janvier 2024. Et c'est un contre Wembanyama. Je ne sais pas si tu t'en souviens de cette action. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action de Jarrett Allen sur Wembanyama? Jarrett Allen et Wembanyama. Ça marche. Tu m'as dit c'était quelle date? 8 janvier? 8 janvier, ouais. Oh, allez, il y avait Donovan Mitchell. Tout à fait. Il y avait Max Truss. Il n'est pas sur le terrain, non. Si, pardon, oui, il y est. T'as raison, pardon, excuse-moi, il y est. La logique voudrait qu'il y ait, par exemple, Devin Vassell sur le terrain. Vassell est sur le terrain, ouais, tout à fait, exactement. Ok. Keldon Johnson? Keldon Johnson est sur le terrain, oui, c'est classique. J'ai de la chance. Caris LeVert? LeVert est sur le terrain, tout à fait. Ouais. Magnifique. George Niang? Pas de George Niang, mais plutôt un défenseur. Ah. Qui n'a pas de contrat d'ailleurs actuellement. Toujours pas. Mais qui est un défenseur drafté assez haut par Cleveland. Pas trop de shoot. Pas trop. Ah oui, Okoro. Exactement, Isaac Okoro, tout à fait. Et après, de l'autre côté, si je te dis Robert Lewandowski comme indice, ça te parle ou pas ça? Jérémy Sohan? Exactement, Jérémy Sohan pour la Pologne, bien sûr. À la connexion, dis donc. La connexion polonaise. Il y a des gens qui sont un peu Jones, et il y en a qui sont à l'inverse. Très Jones. Très Jones, tout à fait. Magnifique. Bien, le jeu de mots, je valide.
Tu valides, et ben voilà, on a les 10, parfait. Ça va, je t'ai pris un peu par surprise, mais tu... Ah ouais, bah attends, c'est hyper balèze ça en fait, parce qu'en fait, il faut se reprojeter dans des matchs, essayer de se projeter à peu près à quel moment du match était l'action pour voir un peu où en étaient les rotations. Tout à fait. Et connaître les effectifs, qui n'est pas toujours facile. Tu as moins paniqué que d'autres qui parfois sont pris par surprise et c'est la panique totale, mais là on voit le professionnalisme de Alex de Trash Talk évidemment. Bref, on passe à notre deuxième joueur du jour, si tu veux bien. Jaden McDaniels, on peut aller sur lui. Le petit topo vite fait, 29 minutes par match en 72 matchs, donc pas mal. Au niveau de l'efficacité, il est 2% plus bas que la moyenne NBA. Donc voilà, on est grosso modo au niveau de la moyenne sur un usage qui est là aussi assez modeste de 16% d'usage. Ce qu'on peut dire, hein, pour te lancer, on est vraiment sur la saison de la confirmation et notamment défensive. Oui, confirmation défensive, ça c'est sûr et certain. Et pourtant, là, dans les stats que tu étais en train de citer, on peut constater qu'il y a une très nette baisse de sa réussite à 3 points, avec un volume à peu près similaire. Tu vois, il était à 39, presque 40%, il est à 34%. Ouais. C'est quand même une sacrée différence. Hein. C'est un peu la déception de cette année, ouais, tout à fait. C'est quand même une vraie différence. Après, défensivement, effectivement, et on le verra par la suite de la régulière en play-off, Jaden McDaniels a vraiment montré, malgré son jeune âge, hein, parce que lui c'est pareil, hein, c'est quoi, 22, 23 ans, un truc comme ça, malgré son jeune âge, il a montré beaucoup de maturité, il a montré une excellente mentalité, avec Gobert en mode patron derrière, avec des Mike Conley et des Anthony Edwards qui se sont vraiment bien donnés toute la saison, mais on a vu, quoi, premier tour de play-off contre les Suns. C'était pas une surprise, mais on s'y attendait un peu, mais McDaniels s'est envoyé en mission plutôt sur Booker en premier rideau dans un premier temps, et il lui a fait un boulot monstrueux, quoi. Ouais. Et même sur Kevin Durant, il a été capable de proposer des choses incroyables. Donc, défenseur polyvalent, peut défendre... franchement, il peut tout défendre un peu, Jaden McDaniels. Il est long, il est mobile. À part Luka Doncic, mais personne ne peut défendre Luka Doncic, j'ai l'impression. Si, Jaylen Brown. Ouais, en fait, Luka Doncic, la problématique qu'il a eue de Jaden McDaniels, c'est intéressant que tu mettes ça sur la table parce que Luguentz-Dort, au tour d'avant, dans les playoffs, donc contre le Thunder, Luka Doncic a eu beaucoup plus de mal que contre les Wolves. Ouais. Pour une raison, pas qu'une seule raison, hein, mais plusieurs raisons, parce qu'on se disait, oui, la raquette des Wolves, mais en fait, la raquette en elle-même, Luka Doncic s'en fout. Il en a rien à faire. Il passe au-dessus, de toute façon. Les pivots, c'est du beurre pour Luka Doncic. Soit il les amène sur des îles désertes, il les joue en drive, en step back. Soit le pivot est un peu loin, il a le flotteur. Soit le pivot est très près, il a les passes pour les alley-oops. Enfin, il a un arsenal trop large et il a trop de sérénité technique pour que n'importe quel pivot puisse faire quoi que ce soit. Ouais. On l'a vu, Gobert a essayé, Naz Reid, Karl Anthony Towns, mais à chaque fois que Luka Doncic arrivait à passer un peu le rideau et à s'approcher dans la raquette, ils étaient en galère. Là où le Thunder, grâce à notamment un Luguentz-Dort qui a fait un travail absolument fabuleux sur Luka Doncic, c'est le body type qui joue beaucoup. C'est-à-dire que finalement, Luguentz-Dort, il est plus petit que Luka, mais c'est tellement un buff, il est tellement costaud qu'il l'empêche d'avancer, il reste devant lui, il l'embête, quoi. Il est vraiment dans son short. Là où McDaniels s'est fait un peu enfoncer par Luka Doncic. Ouais. D'ailleurs, ils ont essayé de mettre Anthony Edwards, ils ont essayé Nickel Alexander-Walker, qui est un petit peu plus costaud que McDaniels. McDaniels est mieux pour défendre Kevin Durant que Luka Doncic. Ouais, c'est ça. Il peut défendre Luka Doncic, attention, hein, mais comme tu l'as très bien dit, Luka Doncic est très compliqué. Et on retrouve ce truc-là en finale, où des Jrue Holiday plus petits que Luka Doncic, ou Jaylen Brown, sensiblement de la même taille que Luka Doncic, mais des mecs vraiment bien plus tankés que Jaden McDaniels, ont vraiment fait chier Luka, quoi. C'est un facteur important. Après, McDaniels, c'est un axe de progression qui peut, faudrait pas qu'il pèse 85 kilos, faudrait qu'il en pèse 93, quoi, tu vois. Ouais, pour être parfait, ouais. Ouais, effectivement. Ouais, mais tu vois, en même temps, c'est son seul défaut, c'est ça, en termes défensifs, c'est le côté épaisseur peut-être, mais de l'autre côté, sa grande force, c'est d'être aussi léger, c'est la navigation d'écran, où il est fabuleux, quoi. Navigation d'écran,
longueur de bras, les contestes de McDaniel, c'est une dinguerie. Là-dessus, c'est un niveau d'agilité et de mobilité qui est génial. Et de compréhension de ce qui se passe, de l'attaque, parce que lui, il défend ou sur l'homme ou sur un gars qui est off-ball, et dans les deux cas, il n'y a pas de shoot ouvert. Et tu vois, vu qu'on parle un peu des exceptions, l'exception Luka Doncic, il souffre un peu, mais à la limite beaucoup aussi. Mais l'autre côté, l'autre exception, c'est un mec qui défend extrêmement bien Stephen Curry grâce à ça, en fait. Grâce à ce côté agilité, mobilité. Il y avait un match en début d'année contre les Wolves, justement, où il y a Gobert qui commence à faire des drops. Donc il reste bas par rapport à l'écran et tu te dis, non, mais pourquoi vous faites ça contre Stephen Curry? C'est la mort, quoi. Tu laisses le pull-up à 3 points, tu vas mourir, quoi. Il faut jamais faire ça face à Curry. Mais ça marche parce que, en fait. Quand t'as McDaniels. Exactement. T'as McDaniels qui arrive à traverser l'écran et donc qui supprime tout décalage. Et c'est là-dessus, je pense, c'est un des tout meilleurs défenseurs extérieurs de NBA. On doit être top 3, top 5. Donc on a vraiment affaire à pas seulement un très bon, mais un élite, en fait. Ouais, et puis il a vraiment fait contre les Suns au premier tour de playoff. Je veux dire, ok, les Suns, collectivement, il y avait du taf, ça manque d'âme et tout. J'en ai fait la critique, évidemment. Hein. Ouais. Enfin, on parle de Devin Booker et Kevin Durant. Individuellement, ce sont deux des meilleurs attaquants de la ligue, tu vois. Et McDaniels, à chaque fois qu'il était dessus, putain, on était là, on tremblait, on disait merde, est-ce qu'il va réussir à shooter, quoi. Alors que normalement, Kevin Durant, tu te poses jamais la question de savoir s'il va réussir à shooter, tu vois. Il va réussir à shooter, Kevin Durant. Sur McDaniels, c'est chaud. Donc non, ça c'était très impressionnant. Gros joueur, jeune. S'il arrive à revenir dans des pourcentages à 3 points pour vraiment être un 3 en plus de cette énorme D, c'est un des meilleurs 3&D de la ligue. Hein. Ouais, je suis d'accord. Il y a qui est tellement meilleur en 3&D que McDaniels? C'est pas si facile. Hein. Il y en a, hein, mais bouf. Il y en a des plus complets en attaque, on va dire déjà, mais peut-être moins bons en défense. Est-ce qu'ils sont aussi forts en défense? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, exactement, on est d'accord. Mais tu vois, sur l'attaque aussi, c'est ça qui est marrant, c'est que à la base, à l'époque de la fac, c'était un mec qui avait un peu de création, quoi, justement. Alors qu'en NBA, ça a l'air un peu limité. Mais on retrouve des restes de ça, on va dire, parce que le jump shot, pour l'instant, le 3 points, comme tu dis, c'est un peu aléatoire. On est passé de 40 à 34, donc on aimerait un peu plus. Mais tout de même, tu vois, comparé à des 3&D très sobres, je trouve qu'il a parfois un petit pull-up, une petite isolation par-ci par-là qui est appelée pour lui, ou ce genre de choses. Bon, c'est limité, ça va se finir en pull-up un peu à quelques mètres du panier. Bon, c'est sympa, mais je veux dire, voilà, on fait le profil, il faut aussi dire que il y a pas trop de drive, c'est ni agressif, ni un dribble très bon, ni voilà, c'est pas un mec qui peut aller au panier à volonté, c'est pas. Quand il drive, parfois on a des réminiscences de Corey Brewer, quoi, c'est un peu le problème. Ouais, un peu comme ça, ouais, tout à fait. Et même niveau passing, on n'a pas de valeur ajoutée non plus là-dessus, quoi. C'est pas un mec qui va t'arrêter le jeu, mais il y a pas de valeur ajoutée de fou en termes de création non plus au passing. Donc voilà, ça fait un profil qui mine de rien est, j'ai envie de dire 3&D plus, quoi, avec ce côté parfois le petit pull-up qui fait du bien, ou parfois le petit post-up aussi contre des petits, parfois il le fait un peu le mismatch, et je fais un turnaround jumper par-dessus certains petits, mais voilà, ça fait un profil intéressant. Et donc après, maintenant qu'on a dit tout ça, si on va vers le classement, où est-ce qu'on se projetterait alors? J'ai déjà 2 Walls, Gobert et Towns. Je pense pas que je pense pas que je puisse mettre McDaniels devant, évidemment, ces mecs-là, ces mecs de son équipe. Ouais. On est vers KCP alors? Ouais. On est vers KCP. On est quand même devant Mike Conley. Je suis d'accord, ouais. On est derrière. On est entre Franz Wagner et KCP, allez. Entre Franz Wagner et KCP. Je le mets devant KCP, je veux dire. Derrière Franz Wagner. C'est un peu la question, ouais. Tu vois, KCP, c'est un peu ce qu'on dit, le côté, il est un peu plus complet en attaque, mais est-ce qu'il est à ce point élite en défense? Non, il est moins fort en défense. Je dirais un peu moins transcendant en défense, ouais. Il est fort, hein, mais il est moins fort. Un peu moins polyvalent, il peut défendre un peu moins de gars. McDaniels peut vraiment être, tu l'as dit, sur Curry, et il peut vraiment être sur KD. Ouais, je suis d'accord. Non, mais ça me va. Ça fait quand même un grand écart de fou furieux, quand même, quand tu peux défendre Curry et KD. Effectivement, donc mettons-le là entre Franz Wagner et KCP. Plutôt ici. Et donc, tu n'es plus surpris. Petit kické sur le terrain pour terminer, petit quiz. Nous sommes le 12 mars 2024 et c'est un poster dunk sur Ivica Zubac. Peut-être ça te parle, peut-être pas. On va voir si t'es fort pour nous citer qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk. Kawhi. Kawhi, tout à fait, ouais. Amir Kofi. Non, ce n'est pas Kofi, c'est un autre qui est sur le terrain. Un autre Kofi, une autre saveur. Ah ouais. Plutôt un arrière défensif, on va dire. Non, je l'ai pas. Côté il a un homonyme qui a été drafté, au Thunder et qui a été échangé à Charlotte là, cette année. Un mec des Clippers. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Côté Wolves, je vais aller côté Wolves. Anthony Edwards. Ouais, Anthony Edwards, ouais, tout à fait. Mike Conley. Mike Conley, ouais, classique. Ok. Quoi, c'était la classique avec Towns et Gobert?
Classique, exactement, tout à fait. Ok. Et donc, tu as Kawhi, tu as Zubac, tu as... Kawhi, Zubac, Harden. Exactement, Harden. On est le 12 mars, donc il est arrivé. Paul George, tout à fait, en fait. Ouais. Maintenant, il est parti, mais à l'époque, il y était. Maintenant, il est parti, mais à l'époque, il était là. Donc, le dernier, c'est un homme. En anglais, un homme. Ah, Terrence Mann. Exactement. Je vois que tu as pris des cours d'anglais, tu as compris mon indice. N'est-ce pas C'est Terrence Mann, évidemment, qui est l'homonyme de Treman, hein, tu sais, qui est désormais à Charlotte. On verra comment il s'en sort, mais voilà qui est sur le terrain au moment de ce poster d'un qu'on vous encourage à aller le voir. Hein. Plutôt pas mal. Donc on peut aller sur notre troisième joueur du jour, DeAndre Hunter, si tu veux bien. DeAndre Hunter, 30 minutes par match, 57 matchs, 103 de true shooting plus, donc relatif à la moyenne, plus 3% d'efficacité, c'est pas mal hein, par rapport à la moyenne, sur 20% d'usage. Et on est, mine de rien, pour te lancer, sur une saison qui est marquée par les blessures en partie et un peu par la déception collective d'Atlanta. Déception collective d'Atlanta, dont il fait partie, malgré une saison individuelle tout à fait honorable, quoi. Mais moi je me rappelle très bien DeAndre Hunter quand il est drafté, on est devant la draft avec Bastien quand même honorable fan des Hawks, et donc qui est très content que les Hawks, je crois qu'à l'époque c'est un échange de pick qui a lieu avec les Lakers, je sais pas quoi, oui, les Hawks sont le pick 4. Les Hawks sont le pick 4 et très content, et moi aussi parce que j'avais travaillé le profil et tout, et moi je me disais DeAndre Hunter, franchement sur un malentendu, je te dis pas que ça va devenir Kawhi Leonard, mais il a les attributs, il a des atouts qui font qu'il peut vraiment être dans cette veine. Défensivement, c'est déjà très fort. Il a un shoot à 3 points tout à fait honnête. On va voir comment il le taffe et tout. Donc après, t'as l'athlète. Donc tu peux vraiment développer quelque chose. Et en fait, je trouve que ça fait donc 5 ans qu'il est là, lui. 5 ans? Ouais, 5 ans. Je sais même pas s'il a progressé en 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Quand je réfléchis à Kawhi Leonard, à DeAndre Hunter, je me dis, mais est-ce qu'il a progressé vraiment? Et notamment cette saison, et la saison dernière déjà, la défense absolument désastreuse des Hawks, la défense des Hawks, c'était un scandale, quoi. Alors qu'il y a des joueurs pour, hein. Il y a moyen, normalement, Dejounte Murray, machin et tout. Évidemment, la mentalité des Dejounte Murray, moi, c'est vraiment un joueur que je kiffe pas du tout. J'aime pas son profil offensif, et je trouve que défensivement, il est surcoté de ouf. Et j'espère qu'au Pélican il va donner quelque chose et tout, mais sincèrement je n'apprécie pas forcément très bien le fit. Voilà, ça c'était pour Dejounte Murray. Mais DeAndre Hunter est fautif également. Elle est où la défense? Ok, ouais, les leaders ceci, le changement de coach, changement de machin, mais elle est où la défense? Genre, DeAndre Hunter, il y a trop de matchs où il se la fait mettre par l'arrière ailier adverse, quoi. Et en fait, tout ça pourquoi? Tout ça pour tourner à 15 points, comme en fait sa saison sophomore, quoi. Tu vois, moi c'est pour ça que quand tu m'as demandé mon classement des 5 là, c'est pour ça que même s'il a des stats, il met plus de points par exemple que McDaniels, tu vois. Il prend autant de rebonds, enfin, statistiquement on pourrait dire il est devant McDaniels. Si tu regardes que la ligne en fait. Ouais. Mais si tu regardes les matchs, il est derrière. Et c'est dommage parce qu'il est drafté haut, c'est un mec qui avait du potentiel. Je pense que mentalement, les Hawks, c'était pas bon pour lui, qu'il a du mal, qu'il s'est un peu perdu. Je me demande si lui, il faudrait pas que vite, il soit un trade et qu'il arrive dans une équipe où on lui modifie un petit peu son rôle et surtout on lui met la pression, on lui dit mec, on a besoin de toi en premier rideau défensif et c'est comme ça, c'est tout, démerde-toi quoi. Tu dois te battre quoi. Ouais. Non mais je te rejoins sur l'aspect de... Il y avait des comparaisons à l'époque de Kawhi, en fait, pour un côté où il était très grand, très costaud, et en fait, il arrivait à faire partir le jump shot par-dessus n'importe qui, aussi à l'époque. Donc, on était, tu sais, en plus, c'était la période draft 2019, le pic de paroxysme de Kawhi aux Raptors, quoi. Donc, on avait en plus ce truc-là. Mais je te rejoins que la saison est pas mauvaise en soi. Je me demande à quel point on n'a pas un biais, ou en tout cas un truc de déception, comme tu l'as expliqué, par rapport à, bah, c'est sympa, mais ça progresse pas trop, quoi. Et
tu vois, même en termes de volume, bon, il n'y a pas une prise de responsabilité qui est très grande en termes de volume, mais même son profil de tir, j'ai noté 76% de ses paniers sont assistés, donc sont créés par autrui, grosso modo. Donc, bah ouais, le côté création, on l'a pas du tout, quoi. On est vraiment sur un role-player de système, et c'est pas que c'est pas bien, mais ça a moins de valeur, forcément, que s'il y avait un peu développé tout ce qui était création. Évidemment, on le précise même pas, mais il n'y a pas trop de passing non plus. Donc, ça se résume un peu juste à son scoring. Un peu tout ce qui est, bon, drive, même le drive est limité, mais c'est un peu de pull-up, un peu de jump shot, et voilà. Mais je te rejoins aussi que sur la défense, il y a un peu un aspect où bah, finalement il est pas mal en défense on-ball selon les profils, il est costaud, il est grand, il coulisse assez bien. Ouais, il est long et tout, il bouge bien, ça c'est vrai. C'est ça, ouais. Mais le défaut, c'est la défense off-ball, la défense collective où bah, voilà, Atlanta était cata là-dessus. Parce que Murray, c'est un peu pareil. Et puis, les mecs en défense collective, c'était une abomination. Et je dis pas que c'est de sa faute, mais en tout cas, c'est son profil aussi défenseur, quoi. Ouais, exactement. Bah ouais. C'est-à-dire qu'à la base, il est censé améliorer ça dans une équipe. Et là, c'est pas le cas. Donc moi, c'est pour ça que j'ai laissé derrière Jaden McDaniels. Effectivement, t'as raison, il y a le biais de la déception de la saison globale des Hawks qui est évident, et notamment de leur défense collective. Mais à un moment donné, on peut pas dire que Dejounte Murray est surcoté et Clint Capella a pas forcément fait le boulot. On est obligé de parler aussi de DeAndre Hunter, dont le rôle, l'un des rôles, c'était aussi de faire en sorte que la défense soit meilleure, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, même sur l'aspect pour un mec de sa taille et son envergure, bah, tu compares sa protection de panier en deuxième rideau, bah, c'est un peu décevant quoi, par rapport à d'autres. Ah bah c'est pas un peu décevant, non, c'est de la merde, Guillaume, faut le dire. Ah non, il est nul au contre. Au contre, il est nul parce qu'il y va pas. Il y va pas. Et il y va pas. Moi, je pense qu'il y a des vrais sujets de mentalité. Ouais. La défense, c'est aussi beaucoup une question de on y va, d'envie, de concentration et tout, tu vois. Rebond pareil aussi, hein. Tu vois, c'est pas un mec qui va te bonifier le rebond. Et c'est dommage parce que tu vois son envergure, tu vois à quel point il est costaud, tu te dirais, ah c'est cool, c'est un mec qu'on pourrait décaler poste 4, ça nous ferait du spacing et tout. Et en fait, sauf que défensivement, c'est pas tant que ça un gros finalement dans le jeu. Donc c'est un peu une déception. Mais de l'autre côté, on disait, il y a moins de création et en même temps, il est aussi un peu plus efficace qu'avant. Donc comment est-ce qu'on voit ça ? Est-ce qu'on voit ça il a plus de valeur parce qu'il est un peu mieux, mais en même temps, c'est un rôle plus réduit, donc ça a aussi moins de valeur de faire moins de choses, quoi, grosso modo. C'est un role player qui, c'est ça, qui a du mal à progresser. La NBA, on sait, hein, c'est très compliqué. Il y a de la grosse concurrence tous les soirs, et je pense que lui, mentalement, il doit passer un énorme step. Je pense pas qu'il faille ou qu'il puisse tellement scorer plus. Il pourrait scorer un petit peu plus, mais je pense que tu l'as très bien dit. Les rebonds et les contres, là, statistiquement, il faudrait qu'il additionne dans la ligne, au moins dans l'une des deux cases. Et surtout, il faudrait qu'on le sente plus collectivement, défensivement, quand on regarde les matchs des Hawks. Il faudrait que ça se voit, quoi. En fait, tu regardes des matchs des Hawks et t'es là, tu soupires. Et combien de fois DeAndre Hunter, il laisse son mec partir backdoor, il est pas dessus. Combien de fois il y a des décalages où tu dis, ah, DeAndre Hunter, il est un peu en retard. Enfin, Tu peux pas le mettre dans la catégorie, et normalement, on devrait, hein. Mais tu ne peux pas le mettre dans la catégorie de Jaden McDaniels, de Herb Jones ou de ces gars-là. Tu peux pas. Non, c'est le jour et la nuit. Tu peux pas. Normalement, il devrait. Défensivement, hein, je parle. Normalement, il devrait. Il devrait être dans la discussion, tu vois. Il a pas le cerveau, en fait. Je pense qu'il a pas le côté cérébral, la compréhension, les instincts. La mentalité, Et tu vois, ça se recoupe aussi au niveau du passing, où tu vois bien qu'il a pas non plus ça, quoi. C'est le passing, il est pas là, mais parce qu'il y a pas trop ce QI, il y a pas trop ce genre de choses. Mais je suis d'accord. Et tu vois, c'est marrant parce que même son scoring, c'est un peu dans mon coin. Alors, il est pas mal, hein, un petit pull-up sur les longs tirs à 2 points, il a 41%. C'est bien, hein, c'est un peu au-dessus de la moyenne, c'est pas mal. Mais carrément. Ça crée pas d'attaque, quoi. Ça crée pas de synergie, c'est un peu dans mon coin et pas plus, quoi. Et en plus, pas gros volume, comme on l'a dit. Donc, ok. Et donc, pour le classement, je pense qu'on va aller en dessous de McDaniels, alors, on est d'accord ? Ah oui. On va en dessous de McDaniels. Je vais en dessous de Franz Wagner. Je suis en dessous de... Est-ce que je suis en dessous de KCP ? Je pense que je suis en dessous de KCP. Ouais, je suis d'accord. Vers Keegan Murray, alors peut-être, qui est un peu similaire, peut-être ? Est-ce qu'on est en dessous de son coéquipier Bogdan Bogdanovic ? Ah, c'est la question. Qui est évidemment bien meilleur en attaque, mais alors en défense, c'est une passoire totale. Allez, ouais, je le mets juste derrière. Je le mets... Non, mais tu sais quoi ? Je le mets derrière Keegan Murray, en fait. En fait, je le mets entre Keegan Murray et Aaron Nesmith. Attends, Keegan Murray, franchement, attention. Hein. Il est en NBA depuis moins longtemps et il a montré plus. Je suis d'accord. J'étais par là à la base aussi.
Après, tu vois, la question par rapport à Bogdanovic, c'est meilleur en attaque, mais le compromis défensif, à quel point il te coûte des points aussi, quoi. Mais ça peut se débattre, mais je suis d'accord, on peut le mettre là entre Keegan Murray et Aaron Nesmith alors. Faisons voilà, ça. c'est ça. Ouais, exactement. En fait, derrière lui, j'ai que Aaron Nesmith et Klay Thompson, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Eh bien, mettons-le là et donc passons au petit quiz. Alors, c'est le quiz un peu dur. Nous sommes le 22 novembre 2023. C'est un dunk avec end one à la fin contre les Brooklyn Nets. Attention, le quiz dur du jour. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce end one spectaculaire et mémorable, hein? Tout le monde s'en souvient de ce dunk, Alex. Non, je me rappelle pas pour le coup. Trae Young. Trae Young n'est pas sur le terrain, non. C'est pas lui qui est sur le terrain. Dejounte Murray alors. Exactement, ouais. Ok. Jalen Johnson? Pas Jalen Johnson non plus. Ok. Alors attends, je vais aller en face. Est-ce qu'en face, il y a Mikal Bridges? Mikal n'est pas sur le terrain. Ah putain, j'ai pas de peau. Il y a qui? Il y a Nick Claxton. Claxton n'est pas sur le terrain. C'est quoi? C'est un garbage? Ça doit être un deuxième carton. Il y a quoi? Il y a Lonnie Walker? Exactement, tout à fait. Lonnie Walker est sur le terrain. Ok, Lonnie Walker. Il y a Royce O'Neal? Il n'y a pas Royce O'Neal, mais il y a un mec que t'adores, qui était chez toi. Cameron Johnson. Exactement, Cam Johnson est par là. Dorian Finney-Smith? Finney-Smith, c'est lui qui se prend le N1 sur la tête, tout à fait. Ok, exactement. D'accord. Puis du coup, ils ont quoi? Ils ont Spencer Dinwiddie, il est là? Exactement, en novembre, il y a Dinwiddie encore. Il s'est pas fait réchanger. Il est encore là-bas. Je suis en train de chercher qui est encore là-bas parce que les Nets, il y a un petit peu de mouvement. Après, j'ai dû te faire à peu près tous les Nets là, non? Il t'en manque un. Alors, le dernier Nets, je sais pas si tu. Son frère est le seul homme, et l'homme qui a infligé la seule défaite NCAA à Anthony Davis à l'époque. Bon, peut-être ça te parle pas. C'était un tir au buzzer de la fac d'Indiana. Il s'appelait Christian Watford, son grand frère, et donc le petit. Trendon. Exactement, Watford. Trendon Watford, le petit frère. Super, j'aime bien ce joueur. Ouais. Donc côté Hawks, il y avait Murray, mais il n'y avait pas Young, il n'y avait pas Jalen Johnson, il y avait Capella. Il n'y avait pas Capella, il y avait le backup du coup. Okongwu. Exactement, Okongwu. Ok. Il y avait Bogdanovic. Exactement. À la place de Trae Young, il y avait Bogdanovic. Ok. Et puis le dernier. Murray, Hunter. Et le dernier, je sais pas moi. C'est là où les bateaux viennent accoster. Les bateaux viennent accoster. Non, ou je sais pas. C'est un petit fruit rouge. Non, tu vois pas un petit fruit rouge, comment on appelle ça? Non, allez, un vrai indice basket. Il était à Détroit avant. Ah oui, Saddiq Bey. Saddiq Bey, ouais, tout à fait. Bon, excuse-moi pour les indices, hein, parfois ça part en tous les sens. T'inquiète. C'est pas écrit, j'ai pas d'auteur, c'est pour ça que... Saddiq Bey, en effet, pour ce dunk mémorable. Et je pense que t'as un poster de ce dunk dans ta chambre en plus, tu m'as dit. Hein, tout le monde s'en souvient. Bien sûr. De cette action. Bien sûr. Incontournable. Donc on peut avancer notre 4e joueur du jour, on peut aller sur Demar DeRozan si tu veux bien. DeRozan, ouais. Je te fais le topo, 38 minutes par match, c'est énorme, hein, 38 minutes par match en 2024, 79 matchs. Surtout à 34 ou 35 piges, non? Exactement, il est assez vieux, un draft 2009 en plus. Efficacité relative à la moyenne, plus 1%, donc voilà, on est au niveau de la moyenne sur 26% d'usage. Et pour te lancer, une dernière bonne saison individuelle, en tout cas du côté des Bulls, avant de s'envoler pour Sacramento. Ouais, 24 points par match... Du DeRozan dans le texte, hein, le petit 24-4-4 là, ou 24-5-5 qui va bien, avec des pourcentages à 3 points toujours un peu suspect, mais il a un volume quand même assez réduit. Mais au lancer, ça rentre, il en provoque toujours pas mal. Hein, DeRozan, ouais. En fait, assez bizarrement, les Bulls, c'est une équipe que qui me gave, mais j'ai vu quand même pas mal de matchs que j'avais beaucoup de questionnements. Je me disais, mais comment, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font jouer tous leurs joueurs là qui ont le même profil et tout, enfin, et Pat Williams, il en est où et tout, bon bref. Et puis c'est aussi l'équipe où quand t'attends le gros match de la nuit à l'Ouest, tu dis bon allez on regarde Chicago quoi. Ouais, bien sûr, évidemment. Donc non, DeRozan encore une très bonne saison individuelle, hein, franchement. Il est pas All-Star cette année, mais il est dans les calibres, quoi. Hein, tu vois, ouais. Après, il est pas All-Star. Il est plutôt pas All-Star parce que Chicago est assez cradingue collectivement qu'autre chose, hein, tu vois. C'est un joueur qui a son profil, qui est efficace dans son profil, qui est régulier. Je veux dire, on parle d'un gars
qui a plus de 1000 matchs NBA en carrière et qui doit être à plus de 20 points par match en carrière, avec des pourcentages au tir et au lancer tout à fait corrects, quoi, tu vois. Donc c'est un mec qui entretient une grande régularité depuis beaucoup d'années, et il l'a encore fait cette année. Après, voilà, là, il commence à rentrer dans l'âge où il devrait à un moment donné décliner, mais bon, DeMar DeRozan, faudrait regarder sa carrière, mais ça se trouve, on est sur genre pas loin de 10 saisons de suite à plus de 20 points par match, quoi. Ouais, bon, même plus, hein, non je pense. Enfin, je dis 20 points pour être sûr, hein, parce qu'il y a des saisons à Toronto là où il est à peine au-dessus, t'as raison, tu vois. Ça fait 10, ouais. Et donc, on est un mec qui, gentiment, va venir nous tabasser les 25 000 points en carrière, ce genre de truc, quoi. On est sur un joueur très sérieux en attaque, quoi. Et il l'a encore montré cette année. Après, dans un contexte collectif, j'allais dire compliqué. Je sais même pas quel est le mot, en fait. Je sais même pas quel est le mot à Chicago. J'ai hâte qu'on fasse leur preview parce que... genre, tu sais plus quoi dire, ils vont être 10e, voilà, et tu vas y voir le 11e choix de draft, comme tous les ans. Non, ils ont fait péter là, ça y est, c'est le marché commence à s'ouvrir là, on commence à tout faire péter, je pense. Je suis pas sûr, moi j'appelle pas ça faire péter, moi. Non, ils ont rien fait péter du tout. Bah, ils ont laissé partir DeRozan, ouais, Caruso aussi. Peut-être. Et tu ça vois, va tanker. Ouais, j'en sais rien, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, DeRozan au milieu de tout ce marasme, individuellement parlant, bon bah. Comme d'hab, sur un joueur sérieux, hein. Les Kings, ils l'ont recruté, franchement. Très curieux de voir ce que ça peut donner à la place d'Harrison Barnes, où il va, pour moi, faire un meilleur taf qu'Harrison Barnes, tu vois, par exemple. Bah, le truc avec DeRozan, c'est que je pense qu'il faut se rendre compte aussi de l'évolution en carrière qui est assez énorme. Et notamment, il y a deux aspects où il était pas très bon, où à la base, c'est vraiment un mec de pull-up. Hein, juste le pull-up. La création, il a beaucoup progressé. Hein. C'est ça, exactement. Donc il y a l'aspect de passing qu'il a depuis, alors ça fait un moment maintenant, depuis San Antonio, mais qui est assez intéressant, même plus qu'intéressant, je trouve. Et surtout, il est devenu élite au niveau des drives, en fait. Et ça, je pense, ça passe un peu sous les radars à chaque fois, mais tu vois, au niveau des stats, j'ai pris les gros drivers de NBA, donc plus de 10 par match. Donc il y en a 57 en NBA en 2024. Il est 5e à la productivité générale. Donc layup plus... Il est très propre, en fait, il est très propre. C'est ça, ouais. Et les lancers francs rentrent là-dedans parce qu'il a encore un score de provocation de lancers francs qui est très très bon. Et donc ça vient un peu booster le tout. Et on a vraiment affaire, et c'est pareil, c'est pas que nouveau, enfin c'est pas une anomalie, c'est pas nouveau. C'était pareil l'an dernier, ça fait quelques temps que c'est déjà un des meilleurs drivers, en tout cas un des plus productifs de NBA en termes d'efficacité, de points rapportés, points partis rapportés, points partir, pardon, plutôt, excuse-moi. Et le seul problème entre guillemets, c'est que le résultat final, bah, on est à peine au niveau de la moyenne en termes d'efficacité générale. C'est ça qui est un peu dommage, mais... C'est les 3 points qui viennent flinguer un peu tout ça, quoi. Mais même pas que les 3 points, c'est que le fait, il prend beaucoup de longs tirs à 2 points aussi, les fameux pull-up. Et le truc, c'est qu'il est très bon en plus, hein. Il est très très bon là-dessus. Bien sûr, les pourcentages de malade. Mais le problème, c'est que comme c'est un tir pas rentable et que c'est le mec de NBA qui littéralement en prend le plus de toute la ligue, bah voilà, c'est un régime de tir qui fait qu'il y a aussi un certain plafond à son efficacité, mais je pense qu'il faut aussi lui rendre hommage parce que en un sens, bon, bah, il perd un peu de la valeur comme ça, mais parce que c'est sa sélection de tir. Mais je veux dire, ça cache un peu le fait que c'est devenu un driver d'élite et ça l'est depuis quelques temps. Et c'est aussi à noter parce qu'on parle beaucoup de anti-analytics. Bah, pas tant que ça, hein, parce que le drive, c'est quand même très analytique, c'est très optimisation, etc. Donc, il y a cet aspect de passing et de drive où il s'est quand même beaucoup développé. Et par ailleurs, il y a quand même beaucoup de long 2 qui tirent le tout vers le bas. Mais bon, on a un mec qui, sur un gros volume, est au niveau moyen de NBA en termes d'efficacité. C'est pas génial, c'est pas comme certains qui sont à plus 5, plus 10% par rapport à la moyenne. On est juste au niveau de la moyenne, mais c'est pas mal, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ah non, mais c'est pas mal du tout. C'est DeRozan, c'est pas mal. Ouais. C'est une belle carrière. Il a été 5 ou 6 fois All-Star. Vraisemblablement, je veux pas faire offense aux Kings, mais s'il finit sa carrière là-bas, c'est pas sûr qu'il reparte avec une bague, hein, DeMar DeRozan quand même, hein, tu vois. Il a été parfois un peu dans le top 10 du MVP, ce genre de truc, tu vois, mais vite fait. Et ça sera ça sa carrière, et c'est déjà une très belle carrière à l'échelle de la NBA. Hein. Ouais. Et cette saison-là, à 34-35 piges, est complètement dans cette lignée. Bon, je veux pas insister sur les mauvais points, sur le côté efficacité qui est juste bon plutôt que très bon. Ok, mais par contre sur les bons points, on a dit le drive, on a dit le passing aussi, et encore même le passing.
le spacing était pas top, donc je pense que ça aurait pu faire plus, quoi. Je pense qu'il a quand même perd pas trop le ballon aussi. Et exactement, ce que j'allais enchaîner, j'allais dire, il perd pas du tout de ballon. Il a un turnover percentage qui est très bas. Et tu vois, j'ai fait un filtrage un peu stat. Moi, j'aime bien faire ce genre de truc. Donc, les joueurs qui ont un certain volume, j'ai mis 25% d'usage, mais bon, le chiffre, on s'en fiche, un certain volume, une certaine tendance à passer aussi, relatif à son nombre de ballons. Donc, un certain ratio de playmaking, grosso modo, et qui ont aussi moins de 8% de turnover percentage. Il n'y a que 3 joueurs NBA qui répondent à ce genre de critères un peu que j'ai fixés. Donc, un certain volume, un certain niveau de passing et puis très peu de turnover. Il n'y a que SGA, Maxey et DeRozan. Voilà, donc on est quand même sur ce genre de joueur qui fait des passes, mais qui en plus est très propre. Ouais. Et en plus sur un certain volume. Donc ouais, c'est DeRozan, quoi. Joueur propre, joueur plafonné, mais plafond assez haut, mais pas assez haut pour être une superstar, quoi. Et la défense, alors qu'est-ce que tu penses de sa défense en 2024 ? Je trouve pas si mauvais. Il a des défauts, notamment parfois sur des aides où c'est un peu en retard et tout. Ouais. Mais sur les lignes de passe, je trouve ça pas dégueu, le travail qu'il propose. Et je trouve que sur l'homme, il arrive encore à tenir devant pas mal de joueurs. Après, c'est plus en off-ball, mais juger DeRozan défensivement dans le bazar d'organisation qu'ont été les Bulls cette saison, c'est quand même, je pense, un peu vache, quoi. Ouais. Tu vois, je pense. Hein. Parce que quand tu vois le niveau d'effort que met un jeune comme Patrick Williams, t'es là, t'as envie de soupirer, quoi. Ouais. Oui, puis Vucevic, etc. Zach LaVine, ça dépend, hein, tu vois, c'est pas toujours... Voilà. Et donc, dans le classement, faisons la transition vers le classement, où est-ce qu'on pourrait l'imaginer, alors ? Un peu un cas compliqué. Ouais, je le mets juste devant Derrick White, je pense. Devant Derrick White qui est 8ème. Juste derrière, juste derrière Towns, juste devant Derrick White. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je l'ai à peu près à ce niveau-là. Ouais. On pourrait argumenter avec Derrick White, mais tu vois, Sabonis, encore plus de compromis défensifs, Sabonis, mais je pense un peu plus au centre de l'attaque, etc. Donc Sabonis et même Towns, spacing elite. Et puis d'une attaque beaucoup plus performante. Dis donc, l'attaque des Kings, elle est quand même forte. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, après, il est pas tout seul, il y a De'Aaron Fox et tout, mais non. Et puis je peux pas le mettre devant Towns, DeRozan. Towns, il fait une putain de saison là. C'est vrai. Oui, bien sûr. Effectivement. Non mais ok, ça me va. Mettons-le là. Ouais, je le mets devant DeRozan entre Towns et Derrick White, donc. Et donc, petit quiz pour terminer. Alors ça, peut-être tu s'en souviens, je ne sais pas, pour de vrai. C'était un petit quiz pour finir. Qui est sur le terrain au moment d'un lay-up en 360, pardon, j'arrive plus à parler. 360 lay-up en l'air. C'est une spéciale DeRozan contre les Detroit Pistons. Nous sommes le 28 février 2024. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain ? Ils ont utilisé tellement de joueurs, les Pistons. C'est une dinguerie, les Pistons. Je suis vache avec toi, avec ces quiz. Hein. Les Pistons, c'est clair que je sais pas combien de joueurs ils ont utilisé la saison dernière, mais ça doit être bien vénère. Écoute, donc DeRozan, allez, on va dire qu'il y avait Patrick Williams. Non, pas Patrick Williams, non, pas sur le terrain. Ok, alors qui y avait côté Bulls? Kobe White? Oui, tout à fait, Kobe White. Vucevic est là, oui, en effet. Caruso n'est pas sur le terrain, non. C'est un autre jeune défenseur. Exactement, Dosunmu sur le terrain. Dosunmu, et donc il m'en manque un. Non. Ouais. Si. Un ancien Piston, justement. Un ancien Pistons. Drummond, mais non. Exactement, Drummond est sur le terrain, ouais, tout à fait. Il y avait Drummond, vous savez, sur le terrain. Ouais. D'accord. Pardon, mais... C'est un certain projet spécial. Ça doit pas exister normalement, ça. C'est interdit normalement, ça. Non, franchement. Effectivement. Vache. Et côté Pistons, alors, classique? Classique, j'aime bien. Kate Cunningham. Ouais. Isaiah Stewart. Oui, tout à fait, exactement. Jalen Duren, ouais. Je sais pas, Osar Thompson, oui. Et puis, Jaden Ivey. Exactement. Bah tu vois, tu t'en sors bien. Bon. Là, c'était la classique. Bah là, c'était leur 5 le plus classique, celui-là. C'est ça, ouais.
Bref, on peut enchaîner avec notre 5e et dernier joueur du jour pour terminer. Jason Tatum, on monte en gamme encore une fois. 36 minutes par match pour Tatum, 74 matchs, plus 4% d'efficacité. C'est très bien pour un tel volume de 30% d'usage. Donc gros volume, belle efficacité. Pour te lancer, on est sur une saison fabuleuse où sur le plan individuel, mais en plus champion NBA quoi. Champion NBA, puis je veux dire, il est dans la course au MVP, allez, peut-être un petit peu loin pour certains, mais pour moi, il est quand même dans la course. Il est cité tout le temps parce qu'il est le meilleur joueur de la saison régulière, de la meilleure équipe de la saison régulière, tu vois. 27 points par match avec de tels pourcentages et comme tu l'as dit, des gros volumes, bah ouais, c'est très 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 bien. Et puis, ça continue à progresser à la création. Ça commence à être très sérieux, Jason Tatum à la création. Il monte la balle, il tire la balle, il regarde ce qui se passe derrière les écrans. Il a beaucoup progressé dans ses passes à une main, main gauche ou main droite, là. Donc il peut vraiment trouver les mecs qui sortent des cuts backdoor très très vite. Le pull-up, bon ça il l'avait déjà, le step back aussi. C'est toujours un ailier qui vient beaucoup aider au rebond. Toujours, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il nous montre ça, mais il continue dans cette tendance. Tu vois, par rapport à DeAndre Hunter ou même à Jaden McDaniels, mais Tatum, en termes d'énergie et d'envie au rebond, mais il les bouffe. Sans parler du talent et des machins et tout, juste sur ça, il les bouffe. Tatum, c'est un ailier, on n'en parle jamais assez, parce que peut-être son charisme est pas là, peut-être parfois il est un peu chelou, machin et tout, mais n'empêche que sur un terrain, c'est un mec qui, depuis le poste 3 et ou le poste 4, va venir se battre au rebond avec un peu tout type d'adversaire, tu vois. C'est-à-dire que on oublie souvent, il est grand, il est bien costaud, il a une belle détente, il a des longs bras et il aime ça. Il vient un peu à la maillotche, quoi. Il vient à la maillotche au rebond et c'est comme ça qu'il t'en prend 8, 9, tous les matchs en fait. À tous les matchs. C'est pas du tout rare que Tatum soit le meilleur rebondeur d'un match en fait. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner absolument, sans parler des Celtics qui sont l'une des meilleures défenses de la ligue cette saison, et Tatum y est pas pour rien, il assume son rôle. Il se prend des gros joueurs en face à face, il fait ses aides, moi je trouve qu'il a fait une immense saison. Ouais. Tu penses que Steve Kerr il le sait ou pas tout ce que tu dis là-haut? Oui, Steve Kerr le sait, bien sûr. Après, moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas trop compris pourquoi on n'utilisait pas du tout Jason Tatum. Sincèrement, je pense que vraiment, il y avait des trucs personnels là-dedans, de l'ego et des trucs personnels. Je vois que ça. Je vois pas trop le délire de l'emmener dans ce cas-là, mais bon, ça les regarde. Tatum méritait complètement d'être sur le parquet avec Team USA à Paris cet été, à plusieurs reprises et tout. Bon, voilà. Maintenant, le coach, il a fait des choix, il est champion olympique. Il a des gros joueurs à mettre dans l'aile. Voilà. Il n'empêche que Tatum fait une immense saison régulière. Des deux côtés du terrain, en termes d'efficacité offensive, en termes de volume offensif, en termes de création offensive, en termes de provocation de lancer, c'est peut-être le petit truc où on peut aller dire, quand même, il pourrait y aller un peu plus au cercle, en attaque, allez. Et défensivement, tu peux pas lui reprocher grand-chose à Jason Tatum. Hein. Et en plus, je trouve qu'il perd pas tant que ça le ballon, moi. En plus. Et effectivement, c'est un peu la force, on peut commencer par ça, c'est par rapport aux autres superstars, tu vois. Alors, il doit en exister une ou deux, mais je trouve qu'il a un profil défensif et une valeur défensive qui est quand même extrêmement forte pour une superstar offensive, pour le coup. C'est ça qui est hyper appréciable, avec le défense on ball très complet, où il peut switcher sur tout le monde. D'ailleurs, très grand, très long, ça bouge bien. Mais surtout, en fait, là, comme tu commençais à le dire, au niveau du rebond et tout ça, l'espèce de valeur où son profil permet une certaine flexibilité de line-up, parce qu'il peut jouer un peu plus gros, lui, justement. Il fait tout ce que DeAndre Hunter faisait pas. Lui, il le fait, comme on parlait tout à l'heure. Et tu vois, cet aspect de pouvoir être placé sur le pivot adverse, comme ça, tu as Porzingis qui peut faire un peu le safety en défense, tu sais, il est totalement libre. Ouais, c'est incroyable. Et c'est une valeur énorme. Et ça, c'est possible que parce que Tatum peut au moins tenir un minimum tout ce qui est, j'ai encore une fois des match-ups contre Cleveland, des match-ups même en finale. En finale, il est sur Lively et sur Gafford, et ça permet un peu de libérer le pivot un peu plus en mode essuie-glace libre autour du panier, parce que Tatum est capable de tenir un peu les postes 5 ou des postes plus gros comme ça. Donc cette flexibilité de profil, elle est assez dingue, plus tout ce qui est défense de post-up, défense, tu sais, les stunts aussi. Donc je suis sur l'aile, je viens boucher l'espace et je reviens, ou ce off-ball, c'est excellent. Ouais, non, c'est très sérieux. En fait, en mentalité, en concentration défensive pour une superstar qui a vraiment des grosses responsabilités offensives, c'est très très fort. Ouais, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Et après, effectivement, c'est
c'est un méga bonus, mais il y a aussi l'attaque, hein, évidemment. L'attaque, peut-être, tu vois, le seul défaut que certains pourraient dire, c'est que c'est pas un héliocentrique, tu sais. C'est pas un mec, tu peux lui donner tous les ballons, ça va être le dépositaire du jeu complet. Bah, il peut, hein, de temps en temps. Il a fait des matchs où il peut. Il a montré qu'il pouvait, en tout cas. Oui, mais la force aussi, c'est la polyvalence, je trouve. Où, tu vois, il peut, dans ce système de Boston qui n'a pas besoin et qui ne fonctionne pas avec une grosse superstar qui fait tout, il y a ce truc où il peut créer, évidemment, il peut créer à haut volume, mais il peut aussi faire les piquets dans l'inversé, poser des écrans, il peut jouer off-ball, il peut jouer en spot-up aussi, excellentissime shooter, encore cette année 38%, 42% sur les longs 2, il peut jouer isolation, pick and roll, même des post-up. Tu sais, c'est aussi un de ces joueurs il sait tout faire en attaque. Qui joue beaucoup le post-up depuis l'extérieur. Il a tous les moves, comme SGA, comme Tatum. Ouais, exactement. Donc c'est un mec qui, dans cette attaque de Boston, qui va rechercher le mismatch, créer le mismatch et l'attaquer. Il peut un peu tout faire, donc ça participe à ça assez largement, quoi. Non, franchement, immense saison, avec en plus le plus de victoires collectives en saison régulière et le titre au bout, quoi. Alors ok, il n'est pas MVP des finales, mais immense saison. Oui, d'accord. Pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que de jolis compliments sur son profil. Et donc maintenant, c'est là que ça commence. Où est-ce qu'on l'imagine dans le classement? Je vois qu'il y a du beau monde en tête. Où est-ce que toi, tu le placerais? Ah bah, je mets devant tout le monde, là, moi. Devant Kawhi aussi? Ouais. Oui. Faut arrêter. Faut arrêter. Ça peut s'argumenter. Ah, bien sûr. Ah bah, attends, c'est Kawhi Leonard, hein. Et là, on est d'accord, hein, tu me parles à l'instant T de la saison qui vient de s'écouler, de l'année 2024, quoi, en gros. Quoi, la saison écoulée, ouais. Ouais, la saison écoulée. Je t'avoue que je pensais qu'on ferait le débat par rapport à Booker, avec toi surtout, mais non, il n'y a pas de débat. Non, pas sur cette saison-là. Ok. Non. Collectivement, Tatum est bien sûr dans un bien meilleur contexte, et ça l'aide, c'est évident, par rapport à un Booker, même par rapport à un Kawhi, en fait, hein. Je veux dire, les Clippers, ça a pas mal bougé. Ils ont encore eu leur lot habituel de blessures et tout. Mais tu vois, par exemple, Kawhi, là, qui est revenu de blessure, je suis désolé. Aujourd'hui, défensivement, tu me demandes, je prends Jason Tatum. Oui, aujourd'hui. Je peux comprendre. Je suis d'accord. Aujourd'hui, je prends Jason Tatum. Et en fait, offensivement, limite, c'est plus Booker qui rivalise, puisque Kawhi est plus vieux, Kawhi bouge plus comme avant. Il a toujours des choses monstrueuses, des pourcentages incroyables, une efficacité et tout, mais au rebond, je prends Jason Tatum. En défense, je prends Jason Tatum. À la création, il cause. Hein. Booker est meilleur, mais il cause avec Kawhi. Donc en fait, dans cette bataille à 3, si on peut appeler ça comme ça, ouais. Booker, Kawhi, Tatum, à la fin, quand j'ai tout mixé, je pense que je mets Tatum premier. Ouais. Enfin, Tatum devant les autres. Surtout là, aujourd'hui, en fait. Ouais, non, mais je comprends. Je peux te suivre parce que je pense qu'en attaque, je préfère Kawhi. Encore aujourd'hui. Tu vois, le niveau de productivité, d'efficacité est encore au-dessus. Moi, je pense que je préfère Booker. Oui, alors il y a Booker aussi, mais tu vois, entre Kawhi et Tatum, pour moi, Tatum est à plus 4% d'efficacité relative à la moyenne, c'est bien. Kawhi, ça va taper du plus 8%, et c'est encore... Ouais, non, c'est sûr qu'il est plus efficace. Kawhi, c'est un malade en efficacité. Premier de NBA en isolation aussi, hein, en termes d'efficacité sur isolation, etc. Donc, je pense qu'en attaque, je préfère encore Kawhi, mais comme tu dis, pour moi, l'impact de Tatum, notamment en défense off-ball et à son paroxysme en fait, défense on-ball et off-ball, ce qu'on a sans doute perdu avec Kawhi récemment, parce que plus vieux aussi, donc c'est un peu normal aussi. Plus vieux, et en attaque, tu vois, il est plus efficace, mais les volumes, t'as l'impression que voilà, ça sera 23-24 points. Alors que Tatum, en fait, il peut faire des saisons à 30 points maintenant, là. Ouais. Tatum est en pleine force de l'âge, quoi. D'ailleurs, on parle de Kawhi, de Booker et de Tatum. Le plus jeune, c'est Tatum, hein. Oui. Plus jeune que Booker. Tout à fait. Draft 2017, ouais, tout à fait. Ouais, enfin bref. Non. Franchement, il est devant. Ok, ça me va. Alors faisons ça, mettons Tatum. Pour moi, il est devant. Nouveau premier de ce classement, alors. Jason Tatum. Ouais, nouveau premier de ce classement. Ouais, je suivrai attentivement pour voir l'évolution. Les suivants, quels joueurs ils vont vouloir mettre devant. Parce qu'il y a des joueurs qui vont causer et qui vont venir potentiellement se poser devant. Hein, mais Tatum, sur cette saison-là, très compliqué à déloger. Bah tiens, de tête, t'en aurais beaucoup des poursuivres devant lui, ou tu penses qu'il finira top 5, top 10? Ah, top 5, oui. Il peut, bien sûr. C'était quoi le classement du MVP? Tu vois, ça peut être un repère. Jokic, Embiid, Giannis, des mecs comme ça, Curry, LeBron. Mais là, on est d'accord, on inclut aussi les playoffs, on inclut plein de choses. Toute la saison. Parce que les playoffs de Tatum, ils peuvent être discutés. À plusieurs moments, on a dit oui, il y a des hauts, des bas, des dents de scie et tout. N'empêche qu'il a été là.
Moi, je sais pas, comme ça, là, sur la saison, je pense que Shai Gilgeous-Alexander, perso, moi, je trouvais sa saison complètement dingue. C'était mon MVP, moi. Moi, j'aurais mis Shai Gilgeous-Alexander MVP, moi, cette année. Ouais. Perso. Après, ça discute. Qui peut être devant? Moi, je mettrais Shai devant. Tu vois, Shai, Jokic, Embiid, Giannis, ça fait déjà 4, il serait top 5. Alors, sûrement. Embiid. Le problème, c'est qu'il a raté plein de matchs et qu'en playoff, ça lui a coûté cher et tout. Je suis pas sûr de le mettre devant Tatum. Doncic, ouais. Quand même. Jordan Poole. Ouais, Jordan Poole, bien sûr. Bien sûr, Jordan Poole, obligé. Bradley Beal aussi. Ouais. Bradley Beal, t'aimes bien. Bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais tu vois, en gros, je veux dire, c'est pour ça que je vais suivre attentivement parce que mettre 5 joueurs devant Tatum cette saison, va falloir y aller. Va falloir avoir des arguments solides et des deux côtés du terrain. Eh bien, faisons ça. Alors, faisons ça. Tatum, pour l'instant, nouveau premier de ce classement. En attendant les autres, peut-être. Oui, tout à fait, bien sûr. Toi, t'aurais laissé Kawhi, toi? Pour moi, il y avait bataille, mais comme je te dis, ça me va aussi de donner la primeur à ce côté défense où Kawhi est devenu quand même plus irrégulier. En plus, Kawhi a un peu moins de passing cette année parce que James Harden est arrivé, donc en un sens, il y a aussi moins de valeur. Moins besoin. Voilà, donc non, ça peut m'aller. Ouais, ça peut m'aller. Ok. Puis moins fort, athlétiquement, ça se voit que les blessures à répétition l'ont affaibli, ce qui est normal. Petit quiz pour finir. Le joueur était simple, mais le quiz l'est beaucoup moins, Alex. Je te piège avant de te lâcher. C'est un poster dunk mythique, mais contre Memphis, contre les Grizzlies. Nous sommes le 19 novembre 2023. Qui est sur le terrain? Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain? Ils ont utilisé encore plus de joueurs que les Pistons. C'est le record NBA, ouais, tout à fait. Je t'ai fait des quiz aux petits oignons. Alors attends, déjà à côté Boston. Ouais. Jaylen Brown? Pas Jaylen Brown, non. Merde, ok. Derrick White? Pas Derrick White, l'autre. Mais non. Alors Jrue quand même. Exactement, Jrue l'idée, ouais, tout à fait. Jrue. Porzingis? Ok. Du coup, tu m'as dit Pritchard? Pritchard, tout à fait, ouais, exactement. Et du coup, je sais pas, Sam Hauser? Non, un grand-père. Un papy. Alors Ford? Exactement, alors Ford. Ok. Ouais. Alors Ford. Et là, le fun commence. Ah bah ouais, mais les Grizzlies, c'est de la triche. Ils ont utilisé, je sais pas combien de joueurs ils ont utilisé, mais c'est une 33, je crois, 33-36, le record NBA, ouais, mais... Bon, alors, il y en a un classique, une des stars de l'effectif, qui était pas blessé. Ja Morant? Non, si je te dis... Desmond Bane. Exactement, Batman, j'allais dire, mais Desmond Bane, ok. Donc ça va. Jaren Jackson? Pas Jaren Jackson, pas au moment de l'action, il est pas sur le terrain. On a un Espagnol qui a fait une bonne saison en plus. Santi Aldama. Il fait une bonne saison, Santi Aldama, tout à fait d'accord. Exactement. Il a bien profité des blessures pour montrer qu'il pouvait jouer au basket en NBA, lui. Un petit jeune qui est parti aux Nets, ça te parle ou pas ça? Petit jeune qui est parti aux Nets? Ouais. C'est lequel? Parce qu'il y en a eu pas mal des petits jeunes qui sont passés par là. Hein. Et c'est aussi le nom de la République démocratique du Congo. Enfin, l'ancienne République démocratique du Congo. Bon, ça te dit rien. Non, rien du tout. Le Zaïre. Ah oui. Zaïre Williams. Exactement, okay. Zaïre Williams. Il y en a un, c'est les mecs dans les concerts qui portent les équipements audio, tu sais, comment on appelle ça? Roddy. Exactement, David Roddy. Qui est passé par chez toi en plus, d'ailleurs. Qui est chez les Suns. Mais il a été coupé d'ailleurs, je crois. Il a été coupé, je crois. Le pauvre David Roddy. C'était compliqué. Il est retourné sur les concerts. J'y croyais beaucoup au départ, lui. Ouais. Après, Memphis, je sais pas, on va dire, il y avait... Attends, bouge pas. Il y avait Roddy, tu m'as dit... Roddy, Aldama, Bane, Zaïre. Et en vrai, on peut s'arrêter là. Parce que le dernier... je sais même pas comment te le faire deviner. Ouais, c'était Jacob Gilyard. Est-ce que... Non, je sais même pas qui c'est. Bah, moi non plus. Je crois que même sa mère sait pas qui c'est, Jacob Gilyard. Donc voilà. Non, mais Memphis, ils ont utilisé tellement de joueurs. Ouais. Donc voilà qui est sur le terrain pour ce magnifique poster dunk. Là encore, mémorable. Tout le monde s'en souvient plus que les finales NBA. Et donc je résume avant de se quitter. On a parlé de Jason Tatum qu'on a inséré en première place du classement. DeMar DeRozan a été inséré autour de la 8e place entre Karl Anthony Towns et Derrick White. Jarrett Allen un peu en dessous. Et puis McDaniels un peu en dessous également. On a un groupe là de DeMar, Jarrett Allen, McDaniels un peu au milieu de classement. Et puis DeAndre Hunter qui est vers la fin entre Keegan Murray et Aaron Nesmith. Voilà pour notre top 20 actuellement. Et bien en tout cas, merci beaucoup Alex d'être passé sur le Basket Lab. Bah écoute, merci à toi. Exercice très rigolo. J'aime bien, moi de toute façon, tous ces exercices de classement, comme tu sais. C'est sympa, je vais suivre la suite. Parce qu'en fait, plus ça va, là, moi je suis content en fait, ça va, j'arrive au début. Ouais, ça va. C'est encore relativement correct.
c'est encore relativement aisé de classer les types parce qu'on est encore sur des grands ranges où on sait à peu près où les mettre. Mais là, plus ça va aller, moins ça va aller en fait. Le pire, c'est le dernier. Le pire, c'est Bah oui, c'est ça. Le dernier, il arrive, il a déjà 95 types, il fait ah là là. Ouais, c'est Merci chaud. beaucoup en tout cas, Alex. Bah pas de quoi. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour ce bel épisode et cette belle cuvée aussi. Évidemment, on a eu pas mal de très bons joueurs pour le coup. Alors, je rappelle un peu le processus. À la base, j'ai une playlist de 100 noms et je les prends un peu au hasard, mais vous avez compris que on va pas faire une cuvée avec à la fois Luka Doncic, Tatum, Anthony Davis et LeBron. Et à la fin, on aura une cuvée avec aussi que des Mike Conley, des Bogdanovic ou que des mecs comme ça. Non, j'essaie un peu d'équilibrer. Donc, il y a un peu une notion de hasard. Il y a aussi un peu une notion d'équilibrage des cuvées. Vous l'aurez sans doute compris. Et donc, on se retrouve très bientôt, demain, normalement, pour la prochaine cuvée qui sera constituée de Tyrese Haliburton, de Scottie Barnes, de Tyus Jones, de Desmond Bane et de Jamal Murray. Et donc, sur ce, je vous remercie une fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Alex d'être revenu sur le podcast encore une fois. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!